Avant, je pensais que les goûts et les couleurs étaient personnels, que j'appréciais telle ou telle chose parce qu'elle correspondait à mon image de la beauté, de l'attrait ou du divertissement. Puis le désert est arrivé et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a peu de formules que j'aborde autant que «Ah mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas». Il serait mal avisé que de discuter de nos jugements, car cela ferait sortir à la surface ce qui nous oppose, qui peut être à la fois du domaine de l'expertise et de la distinction. Expertise et distinction, car qu'il s'agisse d'un connaisseur averti ou d'un professionnel diplômé, il n'est pas toujours aisé de discuter avec des néophytes chatouilleux qui ne supportent pas la contradiction. Nous sommes tous retrouvés un jour dans ces deux positions, soit à argumenter avec un amateur qui racontait ce que nous jugions être une opinion sans fondement, soit à contre-argumenter avec un spécialiste que nous ne trouvions pas justifié par son cursus. Dans chacun de ces deux cas, la disqualification du discours est une manière de demander à ce que nos jugements ne soient pas remis en question. Et peu de jugements engagent et enragent autant les gens que ceux de goût. On est capable d'attiser des passions furieuses rien qu'en lançant un retentissant « En même temps Star Wars ça reste de la merde ». Au milieu d'une ribambelle de jeunes personnes, promptes à vous démonter, vifs à vous démontrer et âpres à vous détromper sur ce sujet qui semblera pour quelques minutes comme étant un choix fondateur dans leur individualité, qui mérite qu'on se batte pour lui, qu'on se casse afin d'être détenteur de ce qu'on jugera être le bon goût. Le bon goût provoque une dualité manifeste dans la manière dont il est reçu. D'un bord, le bon goût est recherché, et alors tout va être fait pour être le plus distingué possible, n'appréciant que les bons plats, écoutant de la musique exigeante, s'habillant de la dernière mode, et cela entraînera immanquablement chez certains une volonté de plaire, ou plus important de ne pas déplaire à leurs contemporains, en mimant des affinités culturelles et gustatives d'un standing qu'ils ne font qu'approcher. En pratique, un jeune homme se déhanchant régulièrement sur du Patrick Sébastien pourra, face à un beau-père guindé, affirmer qu'il apprécie à l'occasion un petit Mozart période classique. D'un autre bord, ce bon goût est repoussé car représentant l'élite, et donc volontairement fui, afin de se distinguer, d'afficher son refus de la norme ou de garder une prétendue fidélité de classe qui, si elle était répudiée au profit d'un bon goût imposé par la distinction, serait considérée comme une aliénation traîtresse à une certaine idée de l'authenticité sociale. En pratique, un jeune homme ayant le goût pour la littérature érotique du XVIIIe siècle pourra, face à ses contemporains, conchier tout ce qui ressemble à de la lecture, car le foot entre couilles, c'est quand même ça, être un vrai bonhomme. Demandons à Kant ce qu'il en pense. Kant pensait que le jugement était pur, tout comme la morale d'ailleurs. En fait, moult choses étaient pures pour Kant. C'est pour ça qu'il fait partie de la doctrine qu'on dit idéaliste, de l'idée pure, et qu'il avait un point de vue selon lequel les idées ont une existence propre, séparée de leur corps opératif. L'idée de table, par exemple, n'est pas seulement la table, elle est potentiellement, donc conceptuellement, toutes les tables. Ce qui est un point de vue qu'on nomme réalisme, même si ce terme me paraît hautement mal à propos, mais cette question en est une autre et nous verrons ça une prochaine fois. Kant, dans sa faculté de juger, occulte complètement la dimension d'apprentissage qu'est la perception artistique. Il en reste à l'idée d'une pureté de la vision, d'un art détaché du monde, tout en concepts désincarnés qui ne sont en fait que le déballage d'une justification de la culture légitime. Il n'a aucune considération pour la personne qui est réceptrice de cet art, pour son individualité qui l'a amené à recevoir une œuvre d'une façon ou d'une autre. S'il est aisé pour un récepteur européen d'âge moyen d'apprécier un tableau du Quattrocento, il ne l'est pas d'apprécier une prestation de chant diphonique mongol. Pour le premier exemple, même s'il s'agit d'un enfant, il comprendra ce qu'il voit, en le rapportant à son environnement ainsi qu'aux formes d'expression picturale auxquelles il fut soumis sans même s'en rendre compte. Pour le second, la réaction la plus logique sera « Maman, pourquoi le monsieur irote pendant 48 minutes ?» Pour la simple et bonne raison que pour le second, il faut que le récepteur ait été éduqué. Pour reprendre Charles Péguy, on pourrait dire que le kantisme a les oreilles pures, mais qu'il n'a pas d'oreilles. Et si notre récepteur est un Européen biberonné à MTV et n'a pas été initié au chant mongol, mais qu'il arrive à l'apprécier, cela ne sera jamais venu de rien. Il n'est nul talent, nul don qui permette de comprendre l'incompréhensible. Seulement quelque part, dans son éducation, quelqu'un lui a dit ou fait comprendre que l'oreille pouvait apprendre, décoder, entrevoir. Et cela, à force d'exercice, portera ses fruits jusqu'à ce qu'une culture à l'esthétique fortement différenciée soit perceptible, puis compréhensible et enfin appréciable. En fait, contrairement à ce que beaucoup d'intellectuels ont pu considérer, le goût n'est pas tant affaire d'appréciation face à l'objet de ce goût que face à l'autre, à celui qui juge de ce même goût, ce qui parfois peut décaler le goût spontané du goût proclamé. On ne peut faire l'économie de la sociologie dans la manière dont le bon comme le mauvais goût articulent leurs effets sur les individus. Cela provoque un flou sur le fait que le bon goût sera différent selon la perception que les interlocuteurs en ont. Le mauvais goût c'est toujours celui de l'autre, et dans ce cas, un tableau de maître venu de la culture légitime pourra apparaître selon le spectateur comme du bon ou du mauvais goût. Alors, forcément, après ce petit détour sur le relativisme face à l'exhaustivité, on retombe sur l'éternel problème de la vérité. Quid du bon goût? Qui peut se targuer de la posséder et de distribuer des bons points? Et là nous nous retrouvons dans une impasse, car tout cela est consubstantiel au paradigme du récepteur. Soit il a une conception transcendante, verticale, et considère que la vérité est une. Soit il est partisan d'un système immanent, horizontal, et affirme à chacun sa vérité.
Cette seconde position, que j'apprécie pourtant, ne semble malheureusement aboutir qu'à cette autre formule que j'exècre presque autant que la précédente. La beauté dans l'œil de celui qui regarde. Mais cette question en est une autre et nous verrons ça une prochaine fois. Nietzsche écrivait « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et pourtant, on ne fait que ça. Fou que vous êtes, toute vie est lutte pour l'appréciation et le goût, et il faut qu'il en soit ainsi. » Car appréciation et goût ne sont rien d'autre que jugement, et nous ne pouvons nous passer de la faculté de juger, de la possibilité de juger, voire de l'urgence de juger. Viendrait-il à l'idée de quelqu'un de penser que le capitalisme ou le socialisme est une affaire de goût? Non, il s'agit d'un jugement. Pourtant, il n'y a pas plus de différence entre la droite et la gauche qu'entre la pomme et la poire, et toute tentative de les distinguer se ferait avec les mêmes batteries d'arguments, les mêmes applications dialectiques, les mêmes principes rhétoriques. Si vous n'en êtes pas persuadé, faites l'expérience. Prenez un opposant quelconque, et discutez jusqu'à obtenir un sujet de désaccord. Si, au départ, vous allez faire attention à user d'argumentation fouillée ou d'exemples révélateurs, il arrivera toujours un moment où, à court de surface, vous vous retrouverez dans la position de dire quelque chose qui devrait ressembler à « mais c'est parce que c'est mieux ». Et voilà. Tout comme vous préférez le goût de la pomme ou de la poire, vous pensez qu'il est mieux qu'une nation soit gouvernée de telle ou telle manière. Nous ne sommes plus dans le cas clinique de l'analyse d'un fait et de sa casuistique, mais dans l'opinion globale de comment les choses doivent se dérouler. Ce qui amène n'importe quel désaccord à irrémédiablement choir dans le « c'est comme ça parce que je juge que c'est comme ça ». Et après tout, lorsque vous êtes d'accord avec quelqu'un, n'est-ce pas également une confrontation de jugement? Quand bien même la conclusion est identique pour les deux parties, vous vous êtes permis d'en discuter, et vous vous êtes permis de tomber d'accord sur le fait que vous aviez tous deux raison. La confrontation eut lieu, quand bien même elle ne termina pas par une opposition. Au contraire, vous aurez certainement trouvé très enrichissant de discuter de votre appréciation commune, et en aurez tiré de nouvelles cartouches avec lesquelles défendre ce même jugement. Le jugement est aussi important qu'indispensable, qu'il s'agisse de celui d'une politique ou d'un attrait. Et le jugement implique la confrontation à d'autres jugements. Oui, les goûts et les couleurs se discutent, et se doivent d'être discutés.